peut démarrer? C'est bon? Allez, très bien. Bah, écoutez, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation à cette conférence de presse. Donc, nous sommes trois co-rapporteurs. Lauriane Josande, sénatrice des Pyrénées-Orientales. Je vais te laisser te présenter. Hussein Bourgi, sénateur de l'Hérault. Et Isabelle Florence, sénatrice des Hauts-de-Seine. Voilà, donc nous avons mené une mission d'information durant plusieurs mois qui a occasionné beaucoup d'auditions et un déplacement dans le département de l'Essonne sur les thèmes donc, des rodéos urbains ou rodéos motorisés plus exactement désormais et les rave parties illégales. Voilà, donc je vais vous lire, faire état d'un petit propos introductif et puis nous sommes voilà, ouverts à toutes vos questions auxquelles nous répondrons de la manière la plus complète possible. Donc la mission d'information transpartisane, puisque nous appartenons à des groupes politiques différents, pour moi les Républicains, Isabelle, Union centriste et Hussein, Parti socialiste, voilà, des territoires aussi vraiment différents. Mais donc cette mission a été mise en place par la Commission des lois et elle s'est concentrée sur deux phénomènes qui cristallisent l'exaspération de nos élus locaux et de nos concitoyens, les rodéos motorisés et les rave parties illégales. Le rodéo motorisé est une pratique par définition illégale qui consiste à faire des figures dangereuses avec des véhicules en violation du code de la route. Je pense que cela est évident pour vous. Il s'agit d'un véritable fléau pour nos concitoyens en ville comme en zone rurale désormais. Certains d'entre eux en subissent les nuisances au quotidien lorsqu'il ne s'agit pas de graves préjudices, à l'instar des blessures importantes ou des décès occasionnés par la conduite à risque des participants. En termes statistiques, les forces de l'ordre, donc Direction générale de la police et de la gendarmerie, font état de 4 700 rodéos motorisés en 2025, c'est-à-dire ayant finalement donné lieu à la constatation d'une infraction. Ce chiffre a plus que doublé en l'espace de 6 ans. Elles sont intervenues plus de 38 500 fois en 2024 pour des rodéos, c'est-à-dire en gros, en moyenne, une intervention tous les quarts d'heure. 337 rave parties illégales ont été recensées en 2025, principalement dans l'ouest et le sud du pays. Elles génèrent de nombreuses nuisances sonores qui empoisonnent la vie des riverains. D'importantes dégradations sont commises sur les terrains utilisés par les participants, sans aucune considération pour les conséquences environnementales, économiques ou d'autres natures engendrées. Enfin, la consommation massive de substances psychoactives contribue à la mise en danger des rêveurs eux-mêmes, conduisant par exemple à un risque accru de violences sexistes et sexuelles. Notre constat est sans appel. L'arsenal juridique dont disposent les pouvoirs publics pour lutter contre ces deux phénomènes, ces deux fléaux, est aujourd'hui insuffisamment adapté aux réalités de terrain. Il comporte encore de nombreux angles morts pour prévenir efficacement ces phénomènes et mettre fin au sentiment d'impunité trop souvent répandu chez les fauteurs de troubles. À l'issue de nos travaux, qui ont duré donc près de 4 mois et ont donné lieu à plus d'une vingtaine d'auditions, je le disais, un déplacement dans l'Essonne, nous présentons aujourd'hui 28 propositions concrètes et efficaces pour redonner au pouvoir public les moyens d'agir. Ces propositions reposent sur l'activation de 3 leviers complémentaires. La prévention d'abord, le renforcement des capacités opérationnelles d'intervention et la répression, d'autre part, avec une sévérité accrue pour les organisateurs comme pour les participants. La plupart d'entre elles seront reprises dans le projet de loi Riposte du ministère de l'Intérieur qui sera examiné au Sénat en mai. Alors, je vais évoquer avec vous les principales recommandations, mais il y en a bien d'autres, et vous êtes destinataire, vous l'avez déjà été, vous le serez, je crois que vous l'avez en main, du document complet avec l'ensemble des recommandations. Concernant les rodéos motorisés, nous préconisons de porter à 3 ans la peine d'emprisonnement applicable au délit de rodéo motorisé commis en réunion, afin de renforcer les moyens d'enquête sur ces faits, c'est-à-dire donc de permettre notamment les interceptions téléphoniques, les prises d'empreintes ou de photographies sans consentement notamment.
Deuxièmement, de considérer tout véhicule dont la vitesse peut excéder 25 km/h, saisi pour fait de rodéo motorisé et non déclaré, comme abandonné dès sa mise en fourrière et livré à la destruction, afin de tarir durablement, parce que c'est un problème important, le stock d'engins utilisables par les délinquants s'adonnant à cette pratique. Troisièmement, de sécuriser le recours aux drones à des fins de contrôle de la sécurité routière, puisqu'aujourd'hui ce recours n'est pas autorisé, et ce, afin d'améliorer le repérage et la prévention du phénomène par les forces de l'ordre. S'agissant des rave parties illégales, donc les principales recommandations également, nous préconisons de renforcer le contrôle de ces rassemblements en amont en abaissant de 500 à 250 le seuil des participants à partir duquel une déclaration préalable au préfet d'un rassemblement musical est requise. Ensuite, d'améliorer le régime de sanctions en vigueur, trop peu dissuasif, en délictualisant l'organisation d'un rassemblement illégal de plus de 250 personnes, tout en réprimant également la participation à un tel rassemblement par une contravention de 5e classe. Troisièmement, d'empêcher durablement tout rassemblement illégal en systématisant le fait pour l'État, et ça a vraiment une vocation dissuasive claire, le fait pour l'État de pouvoir se porter partie civile aux fins d'obtenir des dommages et intérêts couvrant le coût de l'intervention des forces de l'ordre. Voilà, donc pour les principales recommandations, je ne serai pas plus longue, je vous laisse poser vos questions, nous y répondrons volontiers avec mes deux collègues qui vous feront part aussi de leur expérience de terrain et de notre analyse au terme de cette mission. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour, Antoine Magnan pour l'agence France Presse. Comment vous allez articuler tout ça? Parce qu'il y a plusieurs textes, il y a le projet de loi Riposte, il y a le texte qui a été adopté sur les free parties à l'Assemblée nationale. C'est quoi l'objectif? Est-ce que tout va dans Riposte? Et est-ce qu'il y a déjà des propositions que vous faites qui sont dans le projet de loi initial et auquel cas vous les confirmez entre guillemets, ou est-ce que vous allez plus loin que ce que propose le gouvernement dans ce texte? Alors, donc nous avions démarré cette mission d'information, nous l'avions initiée avant qu'il soit question du projet de loi Riposte. Et d'ailleurs, on a été un peu bouleversés dans notre calendrier parce que donc, nous avions identifié au sein de la commission des lois, et encore une fois de façon transpartisane, qu'il y avait un véritable besoin, une demande de nos élus locaux, mais aussi de nos préfets, de nos forces de l'ordre, pour qu'on intervienne sur ces deux sujets qui pourrissent littéralement la vie de nos concitoyens sur nos territoires respectifs. Et donc, nous avons été proposés par la présidente Muriel Jourda pour mener cette mission, et nous souhaitions d'ailleurs avoir plus de déplacements sur le terrain dans nos départements, notamment du Sud, Hussein Bourgi pour l'Hérault, moi pour les Pyrénées-Orientales, aller dans l'Aude, où malheureusement la rave party tristement célèbre qui a été organisée sur les lieux de l'incendie à côté de Fonjoncousse, dont on a beaucoup parlé, tout ça a été prévu, et nous avons donc appris que le ministre de l'Intérieur déposait un projet de loi intitulé au départ Sécurité du quotidien, et puis sûr, dans lequel il y aurait, on ne savait pas encore ce qu'il y aurait exactement, mais entre autres le sujet du traitement de la répression de ces deux phénomènes. Bon, on s'est dit c'est bien qu'il y a un point de coïncidence. Évidemment, ces sujets avaient été identifiés, y compris par son prédécesseur Bruno Retailleau, et on avait donc forcément des points communs sur cette analyse qui allait ressurgir à l'occasion de la présentation de ce texte. Pour autant, on ne savait pas exactement ce qu'il y aurait dans ce texte. Donc nous, on a mené notre mission d'information pour être prêts. Au départ, Riposte devait être présenté au mois de juin. On avait le temps de se préparer à l'Assemblée nationale. Et puis finalement, on nous a annoncé mois de mai au Sénat. Donc on a considérablement accéléré nos travaux, renoncé à nos déplacements sur le terrain, mené tambour battant un nombre d'auditions pour entendre tout le monde, réaliser un déplacement dans
dans le département de l'Essonne, qui est davantage touché par le problème qui connaît aussi celui des raves, mais où on a essentiellement échangé sur le sujet des rodéos. Et puis enfin, on a vu arriver donc le projet de loi riposte avec tout son contenu. On s'est aperçu qu'effectivement, il y avait des dispositions concernant les rodéos et les raves. Il y a beaucoup d'autres dispositions dans le projet de loi riposte, dont nous sommes co-rapporteurs avec Isabelle. Donc nous, on est resté sur notre ligne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voulait pour le traitement de ces deux phénomènes. Et en fait, bon, on voit que sur certains points, on est raccord avec le ministre de l'Intérieur, mais pas sur tout. Donc nous, évidemment, notre travail sur le projet de loi, et en tout cas concernant ces deux phénomènes, sera d'apporter une plus-value de par les travaux approfondis que nous avons menés en la matière. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Je peux bien rajouter quelque chose. Vas-y, je t'en prie, parce que... Ou alors, il faudrait faire passer le... Donc, merci beaucoup, Lauriane, merci Isabelle. Je voudrais prolonger les réponses qui vous ont été apportées et vous dire la genèse des travaux que nous avons menés. Lorsque moi j'ai été élu au Sénat il y a 6 ans de cela, je suis arrivé avec 3 sujets qui me préoccupaient beaucoup, parce que ce sont des sujets qui posent souci dans mon département et dans beaucoup des départements du sud de la France. Le premier d'entre eux, c'est les occupations illégales par les gens du voyage. Le deuxième sujet, ce sont les rave-parties. Le troisième sujet, ce sont les rodéos motorisés. Il se trouve que dans mon expérience de sénateur, j'ai réussi à convaincre certains représentants de l'État, et je voudrais rendre hommage en particulier au préfet de l'Hérault, François-Xavier Loche, qui est maintenant préfet du Pas-de-Calais, et au procureur de la République de Béziers, de l'époque, Raphaël Balland, qui est maintenant procureur de la République de Toulon. J'ai réussi à les sensibiliser sur ces sujets. Et donc lorsque je suis revenu, et à chaque fois que je reviens au Sénat à la commission des lois, j'insiste toujours sur ces problèmes-là qui non seulement sont des problèmes constitutifs de nuisances, je ne voudrais pas qu'on les résume et qu'on les réduise uniquement à des nuisances sonores. Quand vous avez une rave-party qui s'installe sur un terrain à côté de chez vous, c'est naturellement des gens qu'on empêche de se reposer et de dormir, mais une rave-party qui s'installe à proximité de chez vous, c'est des éleveurs qui nous témoignent de difficultés de rendement en matière de production laitière, parce qu'effectivement les bêtes sont stressées, et donc il y a beaucoup moins de production laitière chez les chèvres, les brebis et les vaches. Mais ça peut être encore beaucoup plus fatal, puisqu'on a des témoignages de fausses couches chez ces animaux-là, donc des chèvres, des brebis et des vaches qui sont stressés par cette agitation, par ces basses. Et donc c'est un manque à gagner direct pour les ruraux, pour les agriculteurs et pour les éleveurs. Un autre type de préjudice, qui est un préjudice matériel dans le département qui est celui où je suis élu, le département de l'Hérault, mais la région Occitanie, mais plus largement toutes les régions qui connaissent une activité touristique. Lorsque vous êtes en été, que vous avez dans des communes rurales des gîtes et des maisons d'hôtes où vous avez les clients qui arrivent et qui vous disent « mais c'est génial, c'est paradisiaque, le cadre correspond complètement à l'image que j'en avais ». Le premier jour, le séjour commence bien, le second aussi. Et puis lorsqu'elle s'installe la rave-party, les gens vous disent « nous sommes ici en vacances, nous voulons nous reposer ». Et là, c'est vraiment pas possible. On vous demande de nous rembourser les arts et les sommes que nous avions versées. C'est cela les conséquences des rave-parties. Donc ce n'est pas des sujets sur lesquels nous avons fait des fixettes. Je le dis bien, si nous nous sommes emparés de ce sujet pour le traiter ici au Sénat, c'est parce que nous avons eu ce genre de témoignages. Et très rapidement, les forces de l'ordre, les préfets, les procureurs de la République, qu'on a réussi les uns et les autres à mobiliser, nous ont dit voilà ce que nous pouvons faire malgré tout notre volontarisme et voici les limites de ce que nous pouvons mener comme action parce qu'aujourd'hui la réglementation, la législation ne le permet pas. Puis il a fallu regarder de manière panoramique la situation et on s'est rendu compte que la réglementation avait évolué en Espagne et en Italie où les règles sont beaucoup plus strictes pour l'organisation de rave-party et on constate donc de plus en plus de personnes qui viennent d'autres pays frontaliers pour faire la fête et venir grossir le nombre de participants aux rave-party. Alors c'est ça le paradoxe, le nombre de rave-party illégales en France diminue. En revanche, l'ampleur de celle-ci augmente grâce à l'arrivée de plus en plus importante de teufeurs qui viennent des régions voisines. Et enfin, je réponds à la question que vous avez évoquée, et s'il y a lieu, on reviendra les uns et les autres sur d'autres questions. On a travaillé dans une forme d'urgence, parce qu'objectivement, au début, on avait prévu 6 mois.
On avait prévu des déplacements dans l'Hérault, dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Aude, et même on avait prévu de nous déplacer en Espagne pour aller rencontrer les autorités espagnoles pour savoir pourquoi elles avaient modifié leur législation et selon quelles modalités. Mais lorsque le ministre de l'Intérieur a eu connaissance du fait que nous travaillons sur ces sujets, il s'en est saisi. Nous n'allons pas le déplorer ni le regretter. Nous avons relevé le challenge qui a consisté à augmenter la cadence de nos auditions. Donc, je voudrais remercier les administrateurs de la commission des lois qui nous ont assistés et accompagnés. Je voudrais remercier celles et ceux que nous avons auditionnés, les préfets, les procureurs, les personnes qualifiées qui se sont prêtées au jeu, qui sont venus au Sénat ou qui ont répondu aux auditions en visio. Alors, quel véhicule législatif? Le premier qui se présente et qui a le plus de chances d'aboutir, c'est celui que nous choisirons. Et en l'occurrence, vous le savez, c'est le gouvernement qui est le maître de l'ordre du jour. Et il me semble que c'est le projet de loi riposte qui doit être privilégié dans le cadre de nos travaux parlementaires. Vous avez mentionné la proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée sur les rave-parties. Pour l'instant, elle n'est pas inscrite à l'ordre du jour du Sénat. Et si elle était inscrite, c'est très aléatoire qu'elle soit inscrite à nouveau à l'Assemblée nationale et qu'elle revienne au Sénat. Donc c'est la raison pour laquelle nous prioriserons, en tout cas pour nous, mais je crois que tout le monde ici peut tomber d'accord, nous prioriserons le véhicule législatif qui permettra d'être le plus réactif et d'entrer en vigueur le plus vite possible, à savoir le projet de loi riposte. Merci Hussein et merci Lauriane. Je voulais juste revenir sur les rodéos motorisés pour dire que la nécessité par rapport à la loi du 3 août 2018 qui avait créé un délit, une infraction au code de la route et qui avait été à l'époque une avancée. Force est de constater que depuis cette période, depuis maintenant 8 ans, les chiffres sont là et Lauriane vous les a rappelés, le délit n'ont pas diminué, les infractions et les constatations et les interventions, notamment les 38 500 interventions des forces de l'ordre, nous ont amené forcément à réagir par rapport aussi à cette dernière loi de 2018. C'est important, Lauriane l'a dit, le quantum de peine, mais je voulais insister sur les moyens donnés aux forces de l'ordre et notamment qui ont fait suite à notre déplacement en Essonne, où nous avons pu voir, notamment la police nationale, en direct, l'utilisation, la réalité et l'apport de l'utilisation des drones, notamment avec leur équipe et ces moyens supplémentaires. J'insiste parce que nous sécurisons dans nos propositions ces moyens. Également l'utilisation de la vidéosurveillance algorithmique, ça fait l'objet et ça fera l'objet de débat puisque ces propositions, en tout cas sur la vidéo, sur la vidéosurveillance algorithmique, mais aussi sur les drones, font partie du projet de loi riposte. Je voulais dire que je me satisfais vraiment de l'importance qui est accordée à ce sujet et de ces moyens technologiques supplémentaires qui sont maintenant abordés par le gouvernement et remis dans ce projet de loi afin d'avoir une poursuite de l'expérimentation, puisque vous savez que ça avait été expérimenté, notamment pour la vidéosurveillance algorithmique, par la loi sur les JO de 2024. Donc voilà, moi je suis satisfaite d'une part de pouvoir le mettre dans nos propositions, même si je sais très bien, ça fait l'objet de débats, notamment avec nos collègues du groupe socialiste, mais pour moi-même être donc sénatrice des Hauts-de-Seine et en région parisienne, assez impacté, évidemment, suivant les départements, suivant les zones. On sait maintenant que le phénomène des rodéos motorisés s'est étendu aux zones rurales, aux petites communes, que ça ne concerne plus uniquement les quartiers comme je l'ai connu, moi, notamment dans la ville de Nanterre pendant de nombreuses années. Ça touche beaucoup plus largement notre territoire. Il faut donner des moyens à nos forces de l'ordre, des interceptions, de repérer les lieux de stockage et d'intervenir en amont, parce que, tu le disais, Lauriane, ce matin, nous, nos forces de l'ordre n'ont pas le système britannique qui est de la percussion et d'intervenir au contact dans le cas de rodéo motorisé. Donc, il faut trouver des moyens et la vidéo
et le drone, le repérage par drone, est un moyen supplémentaire. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans le cadre du projet de loi riposte. Et enfin, d'avoir un débat sur la poursuite de cette expérimentation, son élargissement, afin d'avoir une meilleure évaluation dans les 4 ans qui viennent. Il y a des questions aussi là. Juste brièvement, il a été soumis au vote, le rapport, en commission des lois. Est-ce que vous êtes dans une majorité qui est large? Je pense notamment au groupe de gauche, au Parti socialiste. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous partagez absolument toutes les recommandations? On sait que à gauche, sur la répression, notamment des free parties, des rave parties, il n'y a pas eu cette unanimité en ce sens, notamment lors des débats à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous, ici, vous affichez une sorte d'unité? Je vais te laisser répondre. Alors, je vais vous répondre à cette question. Vous savez, ici, vous êtes au Sénat. Au Sénat, les travaux ont toujours lieu dans l'écoute, dans le respect mutuel. Alors, nous essayons d'être le plus constructif possible. Et à contrario de l'Assemblée nationale qui a défrayé la chronique en début de semaine avec la restitution, l'adoption du rapport d'une commission d'enquête, ce matin, à la commission des lois, le rapport a été voté à l'unanimité. Ça, c'est la marque de fabrique du Sénat. Il a été voté à l'unanimité, ce n'est pas parce qu'il y a eu une coup de baguette magique qui a fait que tous les commissaires aux lois, les différents groupes politiques, étaient sur la même ligne. Je vais parler pour le groupe politique que je représente, en l'occurrence le groupe socialiste. Un collègue a pris la parole au nom de notre groupe pour faire part de nos réserves sur la surveillance algorithmique, tout simplement parce qu'elle était aujourd'hui utilisée à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2027. Néanmoins, sur 28 recommandations, il n'y en avait que 2 ou 3 qui pouvaient susciter nos réserves. C'est en l'occurrence le recours à l'AFD. Et nous avons considéré qu'il était politiquement, juridiquement et factuellement beaucoup plus pertinent et intellectuellement beaucoup plus honnête de soutenir les 25 préconisations auxquelles nous souscrivons sans réserve que de prendre le prétexte des 3 recommandations pour lesquelles nous avions des réserves pour dire nous ne votons pas le rapport. Donc le rapport a été voté, en tout cas pour le groupe socialiste, avec les collègues de la majorité sénatoriale, et donc sera annexé à ce rapport les 2 points qui font l'objet de réserves de notre part. L'idée étant d'être dans la transparence et de dire qu'est-ce qui a pu faire débat dans nos travaux. Donc voilà, j'ai répondu à votre question. S'il y en a d'autres dans la salle, mes collègues y répondront, mais il y a beaucoup de questions qui sont en visio. Je voudrais aussi dire que le phénomène des rodéos urbains que nous avons découvert en nous déplaçant dans l'Essonne, c'est un phénomène qui ne concerne plus uniquement les communes urbaines et les métropoles. Parce qu'aujourd'hui, des rodéos urbains, vous les avez sur les parkings des supermarchés, des caves coopératives, donc il n'y a plus aucun territoire qui est épargné. Et en l'occurrence, certains qui pouvaient être surpris, et j'anticipe les questions, l'usage et le recours aux drones, on s'est rendu compte que c'était préférable en matière de risque, de gestion du risque, plutôt que d'avoir des courses-poursuites. Parce que des courses-poursuites entre les forces de l'ordre et les participants à un rodéo peuvent avoir des impacts corporels, peuvent générer des accidents pour ceux qui participent au rodéo, pour les forces de l'ordre, mais peuvent aussi toucher les gens qui sont sur le trottoir, qui ne font que traverser. Et donc nous ne nous résignons pas ici au Sénat à nous parler de ces phénomènes-là uniquement lorsqu'il y a des accidents ou lorsqu'il y a des morts. Et on s'est rendu compte finalement que plutôt que d'user et d'abuser de la course-poursuite, le recours au drone permettait finalement de préserver l'intégrité corporelle des personnes concernées et permettait aussi de faciliter le travail des forces de l'ordre. Ce sont tous ces sujets qui ont fait l'objet de débats entre nous et que nous avons retenus. Dans le même ordre d'idée, je vais préciser par rapport aux questions, parce qu'elles sont en train de remonter là, qui sont posées en visio. Une des questions portait sur le fait de qu'est-ce qu'on entendait par infiltration. En fait, notre problématique, elle a été, je l'ai dit, il y a
toujours eu 3 triptyques dans notre analyse et sur lesquels on a essayé de rester constant, malgré nos sensibilités, puisque évidemment, vous vous doutez bien qu'on a plus ou moins d'appétence pour les uns et les autres, la répression, la prévention, et puis on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des choses qui avaient été mises en place sur le plan de la prévention qui n'avait pas fonctionné, sur le plan de la répression également. Donc notre travail, c'est bien d'apporter des pistes d'amélioration. Et s'il y a bien, donc entre ces deux volets-là, un sujet qui, en fait, est au cœur des problématiques et sur lesquelles on a essayé de travailler beaucoup, c'est la détection et les méthodes d'investigation. Parce que ce qui ressort du terrain, c'est que, bien sûr, on peut faire de la prévention et améliorer les choses pour éviter la commission d'infractions. On peut faire de la répression, réprimer davantage et encore une fois, à des fins dissuasives, mais évidemment de sanctions claires et nettes. Mais dans l'entre-deux, un problème, il y avait une zone grise, je dirais, qui est apparue évidente au fur et à mesure des auditions et quand on a rencontré les forces de l'ordre sur le terrain de la même façon, c'est tout ce qui concerne le fait d'arriver à détecter l'organisation de ces rassemblements. Parce que lorsque il y a une réglementation, la réglementation peut dire qu'elle est inefficace, mais si elle n'est pas applicable, qu'on ne peut pas demander aux organisateurs d'appliquer parce qu'ils font en sorte qu'on ne puisse pas détecter, vous pouvez mettre en place la législation la plus répressive qui soit. On a un problème en amont pour encadrer et aller au bout, éviter les nuisances donc, que mes collègues ont évoquées. Et pour ça, il faut se le dire, il faut on a un besoin qui est d'utiliser les technologies existantes aujourd'hui, et c'est pareil en matière de narcotrafic. Aujourd'hui, donc, pour ce qui est de l'infiltration, dans les préconisations que l'on a, ce qu'on souhaite, c'est l'infiltration des messageries cryptées. Parce que l'organisation, que ce soit des rodéos ou des raves, aujourd'hui, se font par messagerie cryptée, avec des boucles auxquelles personne n'accède et un jeu de dissimulation en fait de l'endroit ultime où se déroule l'événement, un jeu de chat et la souris pour les forces de l'ordre qui est perdu d'avance dès lors qu'on ne peut pas accéder à ces messageries cryptées. Parce qu'il n'y a que ceux qui peuvent accéder à ces messageries cryptées qui ont le lieu final. Donc, il y a des stratégies très élaborées qui sont mises en place par les organisateurs. On l'a dit, certains organisateurs professionnels, parce qu'on imagine souvent l'événement comme un événement festifs de faible dimension, mais il y a aussi des professionnels qui viennent, d'ailleurs on l'a dit, d'Italie, d'Espagne, désormais d'autres pays européens où la législation est sévère pour se retrouver. Donc on a besoin des drones, ça a été dit, pour les rodéos, notamment pour cette détection aussi. On a besoin de la vidéo algorithmique aussi pour cette détection. Et en France, on a quand même beaucoup de retard en la matière. D'autres pays ont largement développé ces technologies et les forces de l'ordre nous disent que c'est un véritable problème. Donc il faut, ça, on l'a expérimenté pour les JO, ça a fonctionné. Il faut, nous, on préconise d'aller plus loin en la matière et donc ça répond à des questions dans le prolongement de ce qui a été dit. Voilà. On a une autre question en ligne de Pierre Orluc pour Moto Magazine, qui concerne la proposition numéro 8. Dans quelles conditions serait expérimentée la vidéosurveillance algorithmique? Qui serait derrière les caméras? S'agirait-il de l'IA? Oui, la vidéosurveillance algorithmique, c'est mettre un logiciel, très clairement, qui permet de détecter, avec un algorithme entraîné qui permet de détecter le phénomène de rodéo motorisé. Parce que là, la vidéo algorithmique, c'est essentiellement, ça concerne les rodéos motorisés, qui derrière les caméras, ce sont des centres de vidéosurveillance, c'est les CSU
ça peut être le CSU communal, c'est la police nationale, c'est la gendarmerie qui généralement sur le territoire ont accès et se partagent l'accès à un centre de supervision urbaine pour les territoires urbains. Sur le terrain, après, ce sont des centres qui sont en général maintenant énormément déployés par les centres de surveillance et de vidéosurveillance par les collectivités. Au niveau intercommunal, énormément d'investissements ont été faits au cours de ces dernières années par de nombreuses collectivités. Donc ce sont des agents formés qui ont eu, alors pour ce qui concerne les JO, c'était des centres supervision sur la région parisienne, mais évidemment ces logiciels et des sociétés françaises maintenant sont tout à fait au point dans ce domaine, peuvent maintenant apporter simplement le logiciel à une caméra qui est déjà existante sur la voie publique. Je rappelle qu'il ne s'agit en aucun cas de reconnaissance faciale, que les choses soient claires. Ces technologies sont tout à fait différentes, permettent de sur la base d'une reconnaissance, de caractériser et vont permettre, c'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on souhaite, aux forces de l'ordre de mieux caractériser, repérer, mais aussi mieux caractériser les délits, sans se trouver prise dans le piège, dans le guet-apens, et ainsi beaucoup mieux réprimer ce phénomène. Donc je pense, je confirme ce qu'a dit Lauriane, qu'on ne peut plus maintenant prendre le retard que nous avons pris sur l'utilisation de ces technologies. Énormément maintenant d'élus locaux nous les réclament. Et dans un autre domaine, des présidences de région. J'ai moi-même déposé une PPL pour l'extension de cette vidéosurveillance algorithmique et vidéoprotection algorithmique, parce que c'est de la protection dans les transports, comme cela a été souhaité notamment par Valérie Pécresse. Donc voilà notre sujet et on va avoir l'occasion d'y revenir très rapidement, comme je vous le disais lors de l'examen du projet de loi riposte. Sur ces techniques, pour préciser, parce qu'on voit quelles sont les craintes qu'il y a derrière les questions, la vidéo algorithmique vise simplement à détecter un type de comportement qui a priori est anormal. L'utilisation d'un engin motorisé avec roue arrière ou des figures acrobatiques, par définition, on peut avoir un logiciel qui nous dit là, il y a quelque chose qui n'est pas, puisque l'utilisation du drone, par exemple, permet de surveiller la circulation routière, et donc des comportements ou des agissements anormaux pourraient être détectés par l'IA. Derrière, il y a toujours cette détection se fait par la machine et par l'IA. Derrière, c'est un signal qui est envoyé à un être humain, un agent des forces de l'ordre, qui vérifie. Voilà. Pour ce qui est des messageries cryptées, il ne s'agit pas de casser le cryptage non plus. C'est pour ça qu'on parle d'infiltration. Il s'agit toujours pour un agent des forces de l'ordre de pouvoir entrer sur la boucle et voir quels sont les échanges. Il ne s'agit pas, encore une fois, puisque ça a été dit, on a déjà eu ces discussions au Sénat, on les aura certainement avec le loi riposte, puisqu'il y aura des amendements et certains voudront peut-être revenir en arrière ou d'autres voudront des versions plus répressives et plus fortes. Bon, il ne s'agit pas de casser le cryptage, encore une fois, mais bien de permettre l'infiltration sur les boucles. Ça, c'est important. Voilà. Souvent, c'est l'organisateur en question qui va créer cette boucle. Si un agent de police ou un agent du renseignement essaye d'infiltrer ces boucles-là, forcément que derrière, l'organisateur doit accepter cette demande. Alors comment vous y prenez ? Ben, en fait, on a déjà, par le renseignement territorial et on a déjà des signalements. Le fait est que aujourd'hui, c'est inexploitable parce que c'est illégal. On ne peut pas se servir le fait de capter les informations puisque c'est de la correspondance privée. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser ces informations à des fins. Là, le but est de demander l'autorisation pour pouvoir, et donc on expérimenterait pour utiliser cette technique et donc avoir
l'autorisation pour pouvoir rentrer sur ces messageries à titre exceptionnel et pouvoir se servir des informations et après pouvoir qu'elles puissent être consignées dans le PV pour être valablement le point de départ qui a entraîné la répression. Sinon, à partir du moment où vous avez un constat d'infraction qui lui-même est illégal, vous cassez toute la procédure. C'est ça qu'on ne peut pas faire encore aujourd'hui. Je voulais juste répondre à la question que vous soulevez, monsieur. Aujourd'hui, ça existe déjà. Ça existe déjà. Vous avez des agents des forces de l'ordre qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur Facebook sous des pseudos et qui regardent dans les différents groupes où est-ce qu'on annonce de l'animation. Et souvent, ce sont des rave parties. Et l'objectif, c'est tout simplement de prévenir les gendarmes pour qu'ils se positionnent sur les routes départementales, sur les autoroutes, pour empêcher tout simplement celles et ceux qui donnent le lieu de rendez-vous de pouvoir venir et de s'y installer. Donc on joue au chat et à la souris. Et aujourd'hui, les forces de l'ordre nous disent ce dont nous avons besoin, c'est de l'information. Et comme vous le savez, ce n'est pas des soirées classiques, ce n'est pas des soirées pour lesquelles on met des affiches dans les rues ou pour lesquelles on met un bandeau publicitaire sur les réseaux sociaux. Ce sont des manifestations illégales et donc finalement l'information, il faut aller la chercher. Et si jamais vous n'avez pas l'information, vous subissez le fait accompli. C'est-à-dire vous êtes appelé par les riverains, vous êtes appelé par les élus locaux une fois que la manifestation s'est installée, pour les rodéos par exemple, ou pour les rave parties, et il y a une asymétrie manifeste à ce moment-là entre le nombre de forces de l'ordre mobilisables et le nombre de participants. C'est beaucoup plus difficile quand vous avez 10 ou 12 ou 13 ou 15 gendarmes ou 20 gendarmes qui arrivent que vous avez déjà 400 ou 500 personnes qui sont sur place. Donc finalement, c'est cela l'enjeu, c'est avoir accès à l'information pour empêcher l'installation et la commission de l'infraction. C'est dissuader par une présence physique, par un filtrage sur l'autoroute, par un filtrage à la sortie de l'autoroute, pour empêcher tout simplement le rassemblement de s'opérer. Nous avons une autre question dans le chat de Christophe Soulard pour ActuAgri. Vous évoquez 38 500 interventions de la part des forces de l'ordre et seulement 4 700 rodéos motorisés réprimés. Peut-on considérer que les 33 800 cas non réprimés font partie d'un chiffre gris ? Sur ces 4 700 rodéos réprimés, dispose-t-on d'une répartition entre la zone urbaine et la zone rurale ? Alors, j'ai quelques chiffres, effectivement. Donc, la répartition, aujourd'hui, en tout cas, on va considérer que zone de police égale zone urbaine et gendarmerie, zone rurale. Donc, aujourd'hui, c'est 57% de verbalisation par la police et 43% par la gendarmerie. Donc, on voit que 57-43, on est sur une tendance à l'équivalence, je dirais, alors qu'en 2019, on était sur 70% en zone de police. Voilà. Donc, on voit bien la bascule et la ruralisation du phénomène des rodéos. Voilà. Je pense que j'ai apporté la réponse. En tout cas, il y a clairement un engouement partout pour les rodéos. Parce que, là aussi, c'est l'influence des réseaux sociaux, mais moins pour les rêves, mais plus pour les rodéos. C'est-à-dire qu'on a vous le voyez, on en a parlé à l'époque dans le cadre du rapport sur les émeutes, etc. L'utilisation des réseaux sociaux, des images, et des images a fortiori à partir du moment où elles peuvent être un petit peu spectaculaires. Les jeunes courent après ça, veulent absolument leur capsule, leur moment. Et évidemment, les rodéos donnent lieu à différents concours d'acrobatie et à surenchère. Et donc, évidemment, ça encourage nos jeunes à s'y livrer. Surtout à partir du moment, c'est ce qu'on a aussi identifié, qu'il y a un stock désormais de véhicules et d'engins, disposés d'ailleurs dans nos propositions, on veut, pour assécher ce stock, faire en sorte qu'on ne puisse plus stocker dans les zones communes, caves, zones hall d'immeubles, etc., les engins. Parce qu'en fait, il y a aussi toute une organisation et même, je dirais, comme pour les raves, un business autour de ces illégalités avec des motos qui se prêtent, qui se louent de manière un peu informelle, mais pour réaliser les fameuses prestations qu'on mettra après sur les réseaux sociaux. Voilà.
Autre question de Xavier Brivet pour maire de France. Quels sont les points de divergence avec le ministère de l'Intérieur et ou les mesures figurant dans le projet de loi Riposte? Alors, bon, il y a pas mal de sujets, mais à titre principal, par exemple, sur les raves, le projet de loi Riposte prévoit de délictualiser autant l'organisation que la participation. Bon. Nous, on a de manière donc unanime considéré que c'était bien de délictualiser parce que, encore une fois, bon, qui dit délit dit technique d'enquête, d'investigation plus importante, effet dissuasif plus important, etc. Je ne vais pas vous refaire l'analyse, vous la connaissez. Mais par contre, pour tout ce qui est participation, c'est très compliqué à mettre en œuvre d'instaurer un nouveau délit, très difficile à mettre en œuvre, notamment pour les forces de l'ordre qui doivent pouvoir se rendre. On a parlé justement de la difficulté qu'ont les forces de l'ordre à gérer ces phénomènes liés, c'est pour ça que souvent elles sont complètement en retrait et n'interviennent plus, liés au suraccident pour les rodéos, puisqu'encore une fois, pas de percussion autorisée en France, donc on craint le suraccident. Hier encore, les forces de l'ordre nous disaient, on arrive le matin policier sur notre lieu de travail et on repart le soir, on est criminel. Parce qu'on a eu un accident, il y a eu un problème et donc on se retrouve voilà, en grande difficulté. Donc ça, on ne le veut plus et aujourd'hui, ils nous disent on n'intervient plus. Voilà. On n'intervient plus non plus dans les raves lorsque le lieu est déjà, la rave a démarré, parce que c'est un lieu où il peut y avoir donc plus de problèmes en intervenant et ça, les gens ne le comprennent pas en disant mais comment les gendarmes ne font pas de descente, on laisse faire. C'est parce que les forces de l'ordre ne veulent pas créer plus de problèmes qu'il n'y en a déjà. Bon. Donc, les forces de l'ordre nous ont dit, de manière unanime, délictualiser, ça veut dire arrêter les gens, les mettre en garde à vue, c'est source de problèmes. Ça, là, il faut être réaliste aussi. Hein, quand on édicte des sanctions, il faut aussi que ça corresponde à une réalité, à une effectivité de terrain. Donc, la contraventionnalisation a été privilégiée de notre part. Parce que c'est plus simple quand même pour les forces de l'ordre de dresser un PV de contravention plutôt que d'embarquer les gens, entre guillemets. Oui, Jean-Baptiste Marty pour Europe 1. Sur les propositions 11 et 12, la 11, vous parlez de porter à 3 ans la peine d'emprisonnement applicable au délit de rodéo motorisé commis en réunion. Et ensuite, vous parlez d'une AFD. Alors, quelle va être la différence? C'est au cas par cas. Comment vous faites la différence entre ces deux propositions? En fait, on a le fait de porter à 3 ans, c'est le délit de rodéo motorisé commis en réunion. Qui permet justement, encore une fois, pourquoi on l'a fait, Isabelle en a parlé, de déclencher des méthodes d'enquête et d'investigation plus importantes et plus efficaces, notamment les interceptions de téléphonie, les écoutes et la surveillance et les photographies sans consentement. Mais en pratique, les forces de l'ordre nous disent aussi, une fois que le rodéo réalisé, c'est souvent plus facile quand même pour nous de dresser une AFD. Voilà. Donc, ce qu'on s'est dit quand même, c'est qu'on se rend bien compte aujourd'hui que les AFD, c'est pas la panacée, les AFD, donc on l'a évoqué. Bon, il y a un rapport récent de la Cour des comptes qui dit notamment que les AFD ont un taux de recouvrement très limité, près de 30% à peu près, c'est pas la panacée. Donc, mais quand même, ça peut avoir un effet dissuasif. À partir du moment où le montant est important. Parce que même si certains sont insolvables, il y en a beaucoup d'autres qui ne le sont pas. Et surtout, si on en vient aussi, si la personne est propriétaire, à prendre le véhicule, le gadget, etc. Mais il y a aussi le fait qu'on puisse dresser une AFD en état de récidive légale. Ça, c'est ce qu'on préconise. Parce qu'il y avait ce verrou. Donc, c'est pour laisser une marge de manœuvre supplémentaire aux forces de l'ordre pour pouvoir s'adapter au phénomène, soit qu'elles l'ont repéré en amont, soit que ce n'est pas le cas et que c'est pour du flagrant délit, ou
lorsqu'on a vraiment identifié les auteurs, que les forces de l'ordre puissent adapter. Donc Voilà. si je comprends bien, c'est plutôt pour les organisateurs cette peine d'emprisonnement, c'est-à-dire si les policiers, mettons, sur les réseaux sociaux identifient un organisateur, ils vont l'interpeller, ensuite cet organisateur s'expose à 3 ans de prison, c'est ça, si je comprends bien. Et en revanche, l'AFD, ce serait plutôt pour les participants qui, sur le fait d'un rodéo sauvage, se verraient se mettre une amende. Non, c'est en fait les mêmes personnes qui pourraient soit parce qu'elles ont vraiment réalisé un rodéo en réunion. Voilà, parce que lorsque le rodéo est en réunion, alors que et donc c'est effectivement, comme vous le dites, plutôt côté organisateur, mais à partir du moment où on identifie en fait un groupe, voilà, qui a organisé vraiment, bon, souvent on se donne rendez-vous, voilà, c'est souvent très spontané. Sur l'AFD, c'est lorsque, effectivement, sur le moment, bon, il y en a qui s'en vont, il y en a que vous arrivez à attraper, vous n'avez pas forcément l'infraction caractérisée du rodéo en réunion, mais vous en avez attrapé 1 ou 2 et vous pouvez quand même dresser une AFD. Vous voyez, c'était pour que ce soit complémentaire. Nous avons une autre question en ligne, donc une question de François Barrère pour Midi Libre. Sur les rave parties, certains préfets interdisent à l'année leur tenue sur leur territoire. Est-ce une mesure qui peut être généralisée ou est-elle inefficace ? Tu veux répondre ? Oui. Alors, je vais répondre à François Barrère. Le premier préfet qui a expérimenté cela, c'est François-Xavier Loche, préfet de l'Hérault, et il a depuis été imité par les préfets des départements voisins. Oui, ça a un effet dissuasif, parce qu'aujourd'hui, la réglementation, elle est très claire. Moins de 500 participants, vous êtes tenus de faire une déclaration en amont de la tenue de la manifestation. Plus de 500 participants, il vous faut demander l'autorisation, et auquel cas le préfet vous rappelle les conditions à remplir, à savoir la présence d'un poste avancé de sécurité, etc., etc. Or, aujourd'hui, on se rend compte que pour les moins de 500, il y a très peu de déclarations préalables, et pour les plus de 500, il n'y a quasiment jamais de demande d'autorisation. C'est ce qui a conduit les préfets à prendre des arrêtés d'interdiction générale annuelle sur tout le territoire, sous réserve que les organisateurs ne s'inscrivent dans le cadre légal. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous encourageons, nous incitons tous les préfets à prendre le même type d'arrêté préfectoral d'interdiction générale et à l'année sur l'ensemble du territoire, avec l'espoir que les organisateurs veuillent bien rentrer dans le droit chemin. Nous ne sommes pas là pour dire qu'il faut interdire l'organisation de ces rassemblements musicaux, mais il faut que ces rassemblements musicaux, comme tous les autres rassemblements musicaux, s'inscrivent dans le cadre de la légalité et de la réglementation. Il en va à la fois de la responsabilité des organisateurs, mais il en va aussi de la sécurité des participants, parce que cela a été documenté, cela est su. Lors de ces rassemblements de rave party, il y a des consommations à minima d'alcool, mais malheureusement, c'est accompagné d'autres types de substances. Il y a des comas éthyliques, il y a des gens qui vont consommer des champignons hallucinogènes, qui se retrouvent aux urgences, qu'il faut évacuer, mais qu'on évacue un peu trop tard parce qu'on n'a pas envie de faire venir les services de secours, on n'a pas envie de faire venir les forces de l'ordre sur le site. Il y a malheureusement de plus en plus de témoignages de violences sexuelles et sexistes, parce qu'il y a des jeunes femmes et des femmes qui restent là-bas 2 ou 3 jours. Alors tout le monde est dans un état de fatigue. Les uns et les autres ont consommé des substances que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc il y a de plus en plus de dérapages. Et la responsabilité des pouvoirs publics, à commencer par le préfet, mais pas que, c'est de veiller à ce que ces manifestations puissent avoir lieu. C'est la raison pour laquelle nous suggérons, nous encourageons que le référent fête et jeunesse dans chaque département soit le médiateur. Il n'y a pas de raison que les organisateurs de rave party veuillent s'affranchir complètement de toute règle. Les gens du voyage ont un interlocuteur dans les préfectures, il y a un médiateur qui existe, il est là pour faciliter les relations et les échanges avec les pouvoirs publics. Il faut que les organisateurs de rave party s'inscrivent dans le même schéma. C'est dans leur intérêt comme dans l'intérêt des participants qui viennent faire la fête. Donc on n'est pas là pour les empêcher de faire la fête, on est juste là pour leur dire, on est là pour vous proposer un cadre. Le préfet est garant du respect de l'ordre public. On va leur dire par exemple évitez tel terrain parce qu'à côté il y a par exemple un éleveur ou il y a un gîte, etc. Leur proposer d'autres terrains
qui sont identifiés à l'échelle du département, et donc c'est à cela qu'on les invite. Dans le prolongement de cette question, c'est justement notre proposition numéro 18, c'est-à-dire qu'on propose de systématiser l'interdiction générale par les préfets dans certains territoires. Et aussi ce qu'on suggère, c'est que les préfets, comme ce fut le cas à Béziers avec le procureur de la République Ballan, se constituent désormais systématiquement partie civile pour demander aux organisateurs, lorsqu'ils sont identifiés, de payer les dommages et intérêts que la mobilisation des gendarmes, mais aussi des services de sécurité et de santé, a occasionné, parce qu'effectivement, lorsque les élus ou les populations appellent le préfet ou le sous-préfet, ils dépêchent pour sécuriser ces manifestations des effectifs de gendarmerie, des réservistes. Ces gens-là sont bloqués pendant 2 ou 3 jours, donc ça génère des coûts pour la collectivité. Il n'y a pas de raison que les organisateurs ne soient pas appelés à leur responsabilité. Donc c'est la raison pour laquelle nous incitons les préfets à prendre 2 mesures. La première, c'est l'arrêté d'interdiction générale annuelle, et la deuxième, c'est la constitution partie civile systématique pour facturer les frais qu'a occasionné la mobilisation des gendarmes. Pas d'autres questions? Très bien. Bon, ben écoutez, il nous reste à vous remercier. Et effectivement, on a les documents seront en ligne ce soir? Cet après-midi? Ok, voilà. Donc vous avez certains documents en main, et puis nous serons amenés certainement à nous revoir, ou en tout cas à échanger sur ces sujets à l'occasion de l'examen du projet de loi Riposte. Voilà, merci beaucoup.